Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur notre Facebook Live pour parler de l'été. C'est une saison que l'on aime. C'est la saison des vacances, c'est la saison de la crème glacée, du soleil, de la chaleur, de la baignade. Et justement, on veut savoir ce que nous réservera donc les prochains mois. Et pour en parler, bien entendu, on est très bien entouré aujourd'hui. Vous allez pouvoir poser aussi vos questions à nos experts concernant justement la période estivale. Alors, on souhaite la bienvenue à Anne-Sophie Colombani. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être là. Bonjour et bon début d'été météorologique. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le début de l'été météorologique, en ce 1er juin. Merci beaucoup à Patrick de Bellefeuille également d'être là. Bienvenue. Bonjour, j'imagine qu'on est tous souriants, ça te vend un peu la mèche sur l'histoire, parce qu'on n'aurait pas cette face-là autrement. Ça, c'est vrai, c'est un bon point. Et bienvenue également à notre expert Régent Ouimet. Bienvenue, Régent. Merci beaucoup d'être là également. C'est un plaisir, Evero. Je suis fin prêt. Je viens de faire changer mes pneus d'été. Vous étiez pas en avance, hein? Alors, hein, on l'a vu au cours des derniers jours, on a eu du gel puis un petit peu de neige en Abitibi. J'aimais mieux attendre, là. Mais là, quand même, je suis confiant pour la suite des événements. Oui, c'est vrai qu'on a eu un drôle de printemps. On pourrait peut-être commencer avec ça. On a eu un drôle de printemps. On a eu des booms de chaleur. On a eu le retour du froid, retour du gel. C'était quand même assez particulier. Oui, on a eu un printemps tout de même à la fin parmi les plus chauds jamais vus dans les 10 dernières années. Mais c'est vrai qu'on a eu des hauts et des bas. On a commencé très haut avec mars, les premiers 20 degrés. Mai, qui était aussi avril, pardon, qui a été très chaud pour plusieurs, mais qui a fini plutôt froid. Et mai, ça a été beaucoup de hauts et de bas. Et ça a terminé avec des bas, comme Régent l'a dit. On a eu des gels pour plusieurs régions du Québec. Bien entendu, si jamais vous voulez connaître globalement l'aperçu de l'été, qu'est-ce que l'on prévoit au cours des prochains mois, bien, il y a un dossier complet qui a été préparé pour vous, que vous allez pouvoir retrouver directement sur notre site internet météomédia.com. Alors, vous aurez tous les détails et pendant le Facebook Live, je vous invite à communiquer avec nous pour pouvoir poser vos questions aux experts. Donc là, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est à savoir, est-ce que l'été 2021 sera un été parfait? Messieurs, vous en pensez quoi? D'abord, un été parfait, il faudrait quand même le définir. Moi, depuis qu'on a choisi ce type de travail, ça m'intrigue un peu. Un été parfait, c'est quoi? Les températures des journées là, avec des températures de 23 à 27 degrés où on peut pratiquer tout ce qu'on veut, incluant la baignade. Alors, un été parfait, là, j'en ai un en 1992, il y en a eu 48 journées sur 92 comme ça. Donc, ça situe la barre un tout petit peu, mais un été normal, vous avez 35 de ces journées-là. Des belles journées, 54 en moyenne, un été parfait, 1955, 75 belles journées à ce moment-là. Et pour ce qui est des jours de pluie, quand il n'y en a pas beaucoup, on aime ça. En 2001, 23 journées contre une normale de 37. Donc, on voit un peu là, que la barre est haute et les éléments de perfection se situent dans des années qui sont différentes. Donc, réunir les trois facteurs, je pense que la barre est assez haute. C'est ça pourquoi on a choisi comme titre cette année un été presque parfait. Mais ça, c'est sans compter, Régent, le fait que on sait très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on n'a pas de précipitation pendant vos vacances, c'est peut-être les cultivateurs qui vont trouver que c'est plus difficile. Si au contraire, vous n'avez pas de 30 degrés, ça vous tentera peut-être pas d'aller dans le lac, vous baigner, parce que vous n'auriez pas eu assez chaud. Alors, on sait bien que dans le terme, comme dirait Jean, parfait, c'est un peu difficile. La barre est un petit peu trop haute, parce que plaire à tout le monde, c'est toujours difficile. Et d'ailleurs, parlant de cet été, est-ce qu'on aura beaucoup de chaleur? Est-ce qu'on peut parler que ce sera un été caniculaire ou pas? Donc, cette année, on attend un été, une fois de plus chaud que les normales, mais moins caniculaire que l'année dernière. On se souvient, l'année dernière, dès le mois de mai, on avait eu des 36 degrés, on avait eu nos premières canicules. Ça a enchaîné au mois de juin. C'est finalement seulement en août que la chaleur s'est un peu calmée. On a fini à Montréal le 4e été le plus chaud jamais enregistré. Cette année, donc, on reste toujours chaud, mais presque parfait dans ce sens où on aura donc moins de canicules, par contre. Et là, la saison est encore jeune. On a déjà eu une canicule officiellement sur le Québec. Et là, il faut voir au cours des prochains jours si on ne va pas renouer avec l'expérience. Tout ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on a vécu en 2020, alors qu'à travers tout l'été, là, moi, j'ai compté 11 poussées de chaleur. À 11 reprises, on est allé au-dessus de 30 degrés. Et à 6 reprises, on a eu des canicules, alors que la moyenne est à peu près de 3 à 4 canicules par été. Donc, ça nous donne une petite idée, là, je vous dirais, on ne se rendra peut-être pas à 6, mais de la façon dont c'est parti là,
on va certainement avoir le nombre habituel en termes de canicule. Et il faut dire que le Québec, quand on se compare au reste du Canada, le Québec sera quand même assez choyé cet été. C'est le meilleur endroit. Non, sérieusement, parce qu'on a pour tout l'ouest du pays, c'est vraiment la chaleur. Eux, ils vont trouver que c'est un été qui sera vraiment, vraiment chaud. Quand on arrive dans les prairies, le nord de l'Ontario, il y a une petite bulle d'air froid qui est installée là, qui peut faire une petite incursion à gauche et à droite. Du côté de la côte est américaine, on prévoit probablement, ainsi que les maritimes, un peu plus de pluie que la normale à cause de la saison des ouragans, à laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Et ça laisse le Québec, entre tout ça, qui va avoir un été super, sans trop d'extrêmes, espérons-le. Et ce dôme d'air froid, justement, au nord, nous permettra d'avoir des pauses de cette chaleur de temps en temps derrière les systèmes. Donc, ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis imaginez, en plus, si on gagne la Coupe Stanley, là, déjà, on s'est débarrassé de Toronto. Prochaine étape, il s'agit de tasser Winnipeg. Après ça, le champ va être libre pour avoir notre été de rêve. Donc, tout est en place. Il y en a même qui ont pratiqué un tout petit peu. Là, ça risque de déborder quand même pas mal si jamais il y a un défilé de la Coupe Stanley à Montréal. Mais est-ce qu'on va finir ça avec la Floride? Aller gagner ça en Floride? Oui, mais pour les Québécois. Passer par-dessus Boston, qui est un classique aussi. Là, donc, mais habituellement, quand on a de belles conditions chaudes là, pendant les séries de la Coupe Stanley, moi j'avais fait une petite étude là-dessus. Boston, on n'a pas de problème à les battre. Et là, comme ça va se dérouler vraisemblablement au mois de juin, si jamais on se rendait jusqu'à Boston, là, je serais bien curieux de voir ce qui va arriver pour la suite des événements. Bref, on est quand même confiant. Là. Du côté de la météo, pour ce qui est du hockey, ça va bien. On va rajouter 2 bûches dans le foyer pour être sûr que ce soit chaud. Est-ce qu'on veut parler au Québec d'une région qui serait peut-être un petit peu plus gagnante qu'une autre? Qu'en pensez-vous? Côté chaleur? Patrick a fait le tour tantôt, là, quand même. Moi, je ne suis pas un gros amateur de chaleur, donc je vois très bien la frange ouest du Québec. Donc, moi, je vois bien l'Abitibi dans ma soupe, le Témiscamingue, aussi le Pontiac. Parce que là, il faut voir au niveau des précipitations. On a parlé de la chaleur, ça c'est une chose, mais au niveau des précipitations, on a 2 grandes causes. Là, ce qui va remonter le long de la côte est, ça c'est davantage axé sur les tempêtes potentiellement tropicales. Et ça on met l'accent là-dessus probablement plus à partir de la deuxième moitié de l'été, le mois d'août vers le mois de septembre. Et dans l'ouest du Québec, l'Abitibi, puis on l'a vu dernièrement, les premières tornades observées sont trouvées de ce côté jusqu'au lac Saint-Jean. Ça s'appelle le cercle de feu. Autour de la bulle de chaleur, vous avez tout un corridor là, où les orages sont susceptibles de se développer au cours de la saison et aller se promener de ce côté. Et si je descends vers le Témiscamingue, je m'écarte un tout petit peu du cercle un peu plus intense. Donc, moins de chaleur de ce côté et à l'abri des orages trop fréquents. Moi, à mon sens, là, si je regarde l'ensemble des régions du Québec, ça me paraît gagnant. Mais on ne parle pas non plus d'une grande quantité de journées de précipitations de plus que d'habitude. Mais on parle d'épisodes orageux qui pourraient être un petit peu plus actifs. Hein. J'ai tout le temps un exemple que je donne souvent. C'est pas ça qui va arriver cette année, mais prenez-le simplement comme un exemple. Ouais. Si on a en moyenne 100 mm qui tombent à Montréal pendant le mois de juillet, qu'on a 30 jours où il n'y a aucune pluie, puis il passe un orage de 31 et on a 100 mm, techniquement, on a la moyenne. Mais quel mois on aura connu? Sécheresse, inondation, bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, c'est ça. On pourrait avoir le nombre de jours de précipitations, mais certains épisodes pourraient être un petit peu plus arrosés. Oui, c'est ça, parce que là, la tendance était plutôt la sécheresse là, qui a dominé, notamment à Montréal pour le mois de mai. On n'a même pas atteint le 84 mm de moyenne que l'on a habituellement. Mais ça sera peut-être pas la tendance cet été ou qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on a quand même une petite tradition. Hein. L'hiver, ça n'a pas été terrible au niveau des précipitations non plus. Tranquille, pas de pluie verglaçante. Ça, d'ailleurs, c'est quand même assez intéressant. Là. C'est la 6e saison où on est au-dessus de la normale, le printemps, là, cette année 2021. 6e saison où on a des températures au-dessus de la normale et de très belles conditions. À travers notre printemps, j'ai compté 9 belles fins de semaine. Ça, c'est le double d'un printemps normal. Et on avait vécu quelque chose de tout à fait semblable à un hiver assez intéressant, merci. Donc, et là, si vous reculez 6 saisons, ça nous amène où? Bien, au début de la pandémie. Donc, depuis que la pandémie est installée là, au Québec, je vous dirais que toutes les saisons ont été quand même assez intéressantes. Bon, vous allez me dire que là, il y a des signes de déclin au niveau de la COVID. Est-ce que ça veut dire qu'on va sortir de notre passe chanceuse et qu'on va payer le prix au niveau météo pendant l'été? Je pense que la corrélation va s'arrêter ici, là. Mais c'était quand même intéressant de noter que, d'autant plus qu'on a pu profiter, aller dans les parcs en masse en raison du beau temps et au cours des fins de semaine aussi. Donc ça, c'est quand même un à côté là, du climat qui a été quand même assez bénéfique. Mais il y a un déclin aussi au niveau de la Niña, en même temps que le déclin.
aussi. Et justement, ce déclin de la Niña va peut-être faire en sorte que ce sera un petit peu plus actif du côté des maritimes. Il y a des systèmes qui pourraient remonter un peu plus vers chez nous. Exactement, on attend qui dit fin de la Niña, conditions neutres dans le Pacifique équatorial, donc dit une saison des ouragans encore active. Et la plupart des services météorologiques donc du côté des États-Unis ont tous prévu, donc encore une fois, une année qui risque d'être active. Et ces tempêtes, donc si elles restent au large, ça va bien, mais si elles touchent les côtes, c'est là que ça devient un problème. Et généralement, elles finissent par remonter vers les maritimes. Et au Québec, donc les secteurs qui risquent d'être le plus touchés, c'est la Gaspésie. Et cette année, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a changé nos normales. Patrick, tu l'as vu, toi qui es allé chasser en plus les ouragans, on aura plus à chasser au cours des prochaines années. Nos normales ont augmenté. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est, et puis ça, je pense que ça a été, bon, l'année dernière, on s'en rappellera, une année record de tous les temps en nombre de tempêtes nommées. On est allé dans l'alphabet grec, on est allé loin. Mais même les deux derniers étaient hyper puissants. Même les deux derniers, c'était des catégories 2 et catégorie 3. Alors, c'est pas parce que c'est pas une saison où ça commence tout doucement, ça plafonne avec les gros ouragans dans le milieu, puis ça finit en s'essoufflant un peu. Ça a vraiment donné lieu à... Ça a commencé assez rapidement et c'est resté fort tout au courant de l'année. On a déjà le premier avant la saison des ouragans qui est nommé. Anna, c'est fait. Donc, faudra voir. Mais je pense que... Attendez, Anne-Sophie, je me trompe pas, c'est pas la première année qu'on commence la saison des ouragans avant la date officielle. Hein. Je pense que ça c'est la 7e année consécutive. Ouf. Donc, quand même. Il y a un phénomène qui rentre en ligne de compte. On pourra parler des tornades tantôt. Là. Les moyens de détection sont beaucoup plus performants que ce qu'on connaissait historiquement. Moi, je me rappelle, bon, l'été dernier, je veux bien croire, là, un nombre astronomique de tempêtes et d'ouragans. Mais quand vous avez des tempêtes qui durent 3/4 d'heure, au niveau technique, c'est vrai, c'est bon, là, mais je veux dire, le nombre ne dit pas tout. Là. Probablement qu'encore une fois, cette année, on va réussir à détecter de nombreuses tempêtes. Et la question qui demeure, c'est où est-ce que ces tempêtes-là vont se promener et surtout, comme tu l'as dit, Patrick, l'intensité des tempêtes en question. Parce que, Anne-Sophie, on a une probabilité là, de voir une tempête majeure toucher les destinations de la côte Est, la Floride, et les Antilles. C'est bien certain que pour l'instant, tout le monde est sur le retient-bien. Pour ce qui est des vacances à l'extérieur du Québec, on prévoit un bel été au Québec, c'est sûr, mais on a quand même des fourmis dans les billets d'avion. Alors, probablement que s'il y a une ouverture de ce côté-là, les gens vont être intéressés d'aller vers le sud. Vous pouvez peut-être nous montrer, là, Anne-Sophie, quel est le risque? Exact. Donc, le 1er juin, c'est le début de l'été, mais c'est aussi le début de la saison donc officielle des ouragans dans l'Atlantique. Et donc, cette année, oui, on prévoit plus de tempêtes, mais aussi plus de chances donc, que ces tempêtes touchent du côté des Caraïbes, du côté de la Floride, donc dans le golfe du Mexique aussi, pour ceux qui veulent partir donc, de ce côté-ci, et qui remontent aussi vers la côte est américaine si les frontières donc, réouvrent. Donc, ça sera aussi quelque chose à regarder. Puis souvenons-nous que l'an dernier, et je dis l'an dernier parce que bon, il y a plusieurs, je pense à Saint-Vincent qui a été largement vraiment bousillé par le passage d'un ouragan. Et on a Porto Rico, c'était pas l'an dernier nécessairement, mais les années précédentes, Porto Rico. Les Antilles, depuis quelques années, sont vraiment le théâtre de trucs assez dévastateurs. Et comme le disait Régent, c'est malheureusement ce qu'on prévoit un peu cette année, c'est que les chances d'en avoir dans les Antilles sont un petit peu plus élevées. Exact. Moi, j'ai longtemps habité dans les Antilles et je peux vous dire que c'est une saison qu'on garde à l'œil. La Martinique va venir chez nous avec les ouragans, t'inquiète pas. C'est ça, va remonter. Mais tantôt, c'est intéressant ce que vous racontiez parce que, bon, avec l'ouverture des frontières qui pourrait se faire donc peut-être vers la fin de l'été, les gens vont peut-être vouloir partir en vacances, mais ce sera quand même une saison assez active aux États-Unis. Donc, une fois que les frontières vont ouvrir, ça va peut-être mettre un peu les gens peut-être un petit peu plus à risque. Il faut peser le pour et le contre. Hein? Les gens sont confinés depuis tellement longtemps, n'attendent que le plaisir de pouvoir essayer de retrouver un semblant de normalité. Est-ce qu'on réussira à leur dire « Non, attendez, il y a un gros risque à ce temps-ci de l'année ». Je suis pas certain. Je pense que l'engouement pour le retour au voyage doit être encore assez élevé chez les gens. Complètement. Et là, cet été, bien entendu, on a parlé de précipitations, orages, tornades. On est déjà rendu à 4 tornades au Québec. On est déjà tout près de notre moyenne. Notre moyenne est quoi? 5-6 par année pour la province. Donc, on est un petit peu en avance, il me semble, sur la normalité. Ça, c'est l'ancienne moyenne, 5-6, quand on détectait les tornades à la manivelle.
Là, encore une fois, je parlais des ouragans il y a quelques instants. Là, on a des moyens beaucoup plus sophistiqués pour détecter les tornades. Là, il y a un groupe de l'Université Western en Ontario, là, c'est Northern Tornado Project. Et ce sont eux qui ont détecté les 3 tornades du Québec le 25 mai et une autre du côté de l'Ontario. Comment? À l'aide d'images satellites quand même assez sophistiquées. Et là, c'est quand même assez spécial. Là. On voit très bien le sillon de destruction. Mais ça s'est passé en terrain boisé, là, à la hauteur de l'Abitibi. Donc, pas de dommages et ni de victimes, mais quand même, les tornades étaient quand même assez puissantes. On les a cotées quand même à un niveau assez élevé, Anne-Sophie. Oui, 3 EF2 donc, qui ont été confirmés tout juste hier. Ça a été le 25 mai en soirée. On avait eu des alertes de tornades du côté de l'Ontario. Ces cellules se sont déplacées du côté de l'Abitibi. Sur les radars, on voyait bien de la rotation. C'est sûr que quand ça touche des boisés, ça prend un peu plus de temps après avoir les dégâts. Et grâce donc à ce groupe de recherche de l'université, ils nous ont fait parvenir donc ces images satellites qu'on peut voir. On voit bien donc le passage de ces tornades qui ont parcouru plus de 10 km et qui ont donc déraciné des arbres. Et grâce aux dégâts, donc ça permet à peu près d'évaluer la force. Donc EF2, c'est 180-220 km/h à peu près les vents. Donc cette année, c'est une saison qui commence fort, mais comme l'a dit Régent, on a plus de moyens de les voir maintenant. Donc c'est difficile à comparer avec les autres années. Et un indice, quand on veut savoir là, si on s'en va vers ça, là, du temps particulièrement violent, le 25 mai, on recule en arrière, on se rappellera qu'on était quand même en situation de chaleur, mais en situation de chaleur qui était menacée. Là, on arrivait au terme de la période de chaleur, donc il y avait une pression qui s'exerçait. Donc là, ce jeu des masses d'air, à la fin d'une canicule, les dernières journées d'une canicule, c'est là où on est plus susceptible de retrouver du temps violent. Je parlais du cercle de feu tantôt, qui s'étale donc de l'Abitibi, ça s'est avéré jusqu'à maintenant, mais quand même, on a vécu le même 25 mai des vents particulièrement violents qui ont frappé le secteur de Trois-Rivières, donc du côté de la Mauricie. Donc, quand vous avez ce changement de masse d'air, le corridor en question actif peut descendre et venir toucher, chercher les secteurs du sud du Québec. Et évidemment, le côté récurrent, là où ça risque d'arriver plus souvent, devrait se situer en principe un peu plus au nord versus le sud du Québec. J'ai présentement une question de Lynn Cyr. Elle veut savoir, la Gaspésie, ça va ressembler à quoi pour cette région-là cet été? D'abord, il va y avoir beaucoup de monde. Un peu comme l'an dernier. Comme l'an dernier. Moi, je suis allé l'an dernier, quand je suis débarqué à Percé, je peux vous dire qu'il y a un petit décrochement de la mâchoire qui s'est fait, là. J'avais pas vu tant de monde que ça à Percé depuis vraiment, en fait, j'avais jamais vu autant de monde que ça à Percé. Mais, écoutez, vous êtes dans la partie Gaspésie où vous allez avoir légèrement au-dessus de la moyenne côté température, c'est quand même pas si mal. On vous a mis une portion de la baie des Chaleurs, là, un petit peu au-dessus des moyennes côté précipitation, à cause des restants d'ouragans qu'on croit qu'ils ont un peu plus de chances de toucher le Québec. Mais, ceci dit, dans l'ensemble, je vois pas la Gaspésie comme un endroit problématique à éviter. Régent, vous en pensez quoi? Moi, je veux dire, j'ai choisi mon camp, là. C'est à courte distance. Moi, j'aime pas vraiment beaucoup me déplacer. Fait que ça, c'est quand même un argument massu, là, nonobstant les conditions météorologiques. J'essaie de quitter, évidemment, Montréal, parce que la chaleur risque d'être un peu plus forte, surtout au cours des nuits. Donc, moi, mon secteur de choix, c'est l'Estrie. Encore une fois, je me rapproche peut-être du corridor de précipitation qui pourrait se manifester sur les secteurs les plus au sud-est du Québec, là, mais je suis prêt à courir ma chance. J'aimerais qu'on parle des activités, des vacances également, savoir un peu ça va ressembler à quoi cet été. Donc, côté pêche, vous en pensez quoi, côté pêche? Est-ce que ce sera une pêche miraculeuse ou la ligne va demeurer lousse? Il n'y aura pas de poisson au bout? Ben, l'autre eau chaude, c'est jamais bon pour la pêche. Alors, quand on commence la saison de bonheur et les niveaux d'eau sont quand même assez bas. Donc, ça, c'est deux facteurs qui font en sorte que la température de l'eau va monter. À partir du moment où ça continue comme ça, là, au mois de juin, les pêcheurs vous le diront, c'est un peu plus de travail, là, aller trouver des endroits où les poissons ont le goût de s'activer. Oui, c'est sûr. En plus, si le niveau d'eau est bas, qu'il y a la chaleur, on augmente, en fait, on diminue la quantité d'oxygène dans l'eau, on augmente la quantité de concentration de polluants. C'est certainement pas l'idéal. Mais ça devrait, je pense que ça va bien aller, moi, la pêche. Pauvres pêcheurs que nous sommes. Côté randonnée, la randonnée, est-ce que ce sera sec ou ce sera un petit peu plus boueux cette année?
Ben là, on est pas mal dans le sec. Hein? Là, pour l'instant, c'est ça qu'on a choisi. La fréquence des précipitations, je ne vois pas une bascule à tout casser. Donc, les sols sont quand même capables d'en prendre. Puis là, on s'en va vers un régime de précipitation d'assez courte durée, des averses, des orages. Puis, il est certain qu'à l'occasion, ça peut tomber fort, là, mais ça occupe quand même une petite portion de la journée. Et tout ça s'évapore quand même assez facilement. Donc, je ne vois pas de grosses difficultés là. Au niveau de la randonnée, ça devrait circuler assez bien en forêt. L'autre variable, évidemment, pour ce qui est de la randonnée, c'est peut-être, là, on est en plein dedans, là, la saison des moustiques. Encore une fois, on a eu un printemps, un mois de mai particulièrement sec. Il n'y en demeure pas moins qu'il reste tout le temps des mares d'eau et des marécages et des endroits où les moustiques sont susceptibles de se manifester. On a un caméraman qui est allé faire du repérage du côté de Oka et semble-t-il que ils ont déjà commencé à déconfiner là, du côté de Oka. Il y a de la bébite. Mais je suis un peu d'accord avec toi, Régent, mais je pense qu'il faut souligner surtout que tout ce qui est randonnée, ce qu'on appelle le trekking, c'est très souvent en forêt ou en montagne. Et là, on est entouré d'arbres, de feuillage. Donc, il y a une certaine quantité d'humidité qui est générée par ces plantations-là, par ces plantes-là, et qui est retenue dans cette espèce de microclimat. Je vous dirais, si vous allez décider de faire de la randonnée, mais là, on traverse plutôt des champs, là, il y a des chances que le sol, s'il a manqué d'eau, soit un peu plus durci et lors de fortes chutes de pluie, poserait problème avec ruissellement un peu plus marqué parce que le sol aurait durci, plus de difficultés à absorber de l'eau. Mais en forêt, ça devrait pas parce que juste l'écosystème forestier retient lui-même un peu d'humidité, donc les sols ne deviennent jamais très, très, très durs en forêt. Mais de la randonnée pédestre, Patrick, avec des claques, c'est sympathique. Ça rappelle les années d'impro. Et la saison l'été, c'est aussi la saison du barbecue. Est-ce que ce sera favorable cette année, peut-être, à profiter de notre terrasse extérieure de façon un peu plus régulière? Moi, j'ai acheté mon premier barbecue cette année. Je peux vous dire qu'on l'a commencé hâtivement. Donc, et on compte le finir justement tardivement aussi, puisqu'on a de bonnes nouvelles. L'été risque de se rallonger un peu au mois de septembre. Donc, on pourra l'utiliser tout au long de l'été et ça fait du bien. Il y a Jeanne qui a une question un petit peu plus spécifique. Elle voulait savoir probablement qu'elle prend ses vacances à ce moment-là. Jeanne, c'est peut-être votre cas. Donc, fin juillet, début août, ce sera comment au Québec? Est-ce que ce sera l'idéal pour justement partir en vacances? Traditionnellement, oui. Donc, ça, c'est toujours gagnant, là, le mois d'août, quand on compare les 3 mois d'été. On a nommé les moustiques pour ce qui est du mois de juin, mais là, déjà, la chaleur se précise un petit peu plus vite. C'est peut-être pas si mal. Le mois de juillet, bien, techniquement, l'année dernière, c'est là où on avait nos plus fortes chaleurs. Et il y a eu peut-être une façon de débattir, si on veut, l'été peut-être un peu plus rapidement au cours de l'été 2020 sur le Québec. Donc, à ce moment-là, on est plus susceptible de voir le jeu des masses d'air et des occasions de précipitation. Dans le cas qui nous occupe, en anticipant un été qui sera un peu plus long qu'à l'accoutumée, ça nous donne une garantie que probablement là, les conditions estivales vont se maintenir. Là, pour ce qui est de la période, évidemment, bon, fin juillet, début août, ça, traditionnellement, c'est la période des grandes vacances, de la construction. On a été quand même assez chanceux au cours des dernières années. Là, donc, dans cette période-là, on peut s'attendre à avoir quand même de belles conditions, 2 journées sur 3, de la chaleur 2 journées sur 3, puis à l'inverse, les précipitations 1 journée sur 3, puis ça ne dure pas longtemps. Là, c'est à peu près 10-15% du temps où on a de ces averses et orages. Je vois aucune raison, là, vu de maintenant, pour voir que ces conditions-là ne seront pas rencontrées. Donc, ça devrait être une belle période. Je le sais que votre activité préférée, Anne-Sophie Colombani, c'est la baignade. Est-ce que vous diriez que cet été, ce sera peut-être un été presque parfait, justement, pour se baigner et en profiter pleinement? Absolument. On prévoit donc des températures plus chaudes, légèrement plus chaudes que la normale à tous les mois. Ça va faire en sorte donc, que les eaux pourront se réchauffer, particulièrement, donc c'est à la fin du mois d'août qu'elles sont plus chaudes. Donc, pour la baignade, ça sera super. Donc, cette année, un bel été encore. Et on attend aussi de belles journées ensoleillées. Donc, ça va aider. Oui, complètement, parce que, Régent, vous avez fait un sondage sur Twitter. Vous avez voulu sonder le pouls des Québécois, à savoir est-ce que les gens préféraient le soleil ou encore la chaleur? Et qu'est-ce que les gens ont répondu? Bien, la véritable question, c'était un été parfait dans votre livre. Là. Est-ce que c'est surtout du soleil ou surtout de la chaleur? Bien, 3 personnes sur 4 ont répondu le soleil.
Parce que là, évidemment, quand on parle de chaleur, là, on tombe, et Patrick en a parlé un petit peu tantôt, il y a de la perception, hein, et il y a aussi des tranches d'âge avec, donc, c'est pas tout le monde qui se situe au même niveau pour ce qui est des 30 degrés. Il y en a pour qui c'est une fête, mais je vous rappelle quand même que quand on a 30 degrés en météo, on émet des avertissements. Alors, habituellement, on n'émet pas des avertissements parce qu'il fait soleil ou parce que les conditions météo sont agréables. Donc, je pense qu'il y a peut-être, je peux comprendre là, que les gens sont un petit peu plus prudents avant de dire on veut de la chaleur que de la chaleur. Côté camping, on parlait tantôt, bon, la Gaspésie qui va, encore une fois, sûrement déborder de visiteurs, de touristes cet été. Côté camping aussi, encore une fois, ça s'est envolé, les places de camping, ça s'est envolé comme des petits pains chauds. Est-ce que ce sera peut-être un bel été pour les campeurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je suis campeur. Laissez-moi vous dire que mes voisins à la campagne sont déjà tout installés. Et il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient déjà commencé depuis 3 semaines. Ça, c'est quand même un début de saison qui est sur les chapeaux de roue. Le camping, là, il y a 2 choses importantes dans le camping. Tu as d'abord, est-ce qu'il pleut? Mais aussi, est-ce que tu couches en tente ou est-ce que tu couches en roulotte? Parce que si tu couches en tente puis que les nuits sont chaudes, t'es peut-être un peu plus inconfortable que certaines roulottes que j'ai vues équipées pour régler ce problème, disons, assez facilement. Mais c'est ça, de quelle façon tu campes? Puis, est-ce que les nuits sont assez fraîches pour que le repos soit du guerrier? Ça va être important à voir. Et je recommande peut-être, si vous avez une roulotte, n'allez pas camper dans le stationnement d'un Walmart, par exemple, à Montréal. C'est peut-être un petit peu chaud pendant les canicules. Donc, on sort de la ville, il y a une ventilation naturelle. Ça nous donne une chance. Parce que on parle souvent des canicules, là, mais définitivement, là, un été caniculaire en ville puis à la campagne, c'est 2 choses complètement différentes. Complètement. Côté agriculture, est-ce que ce sera bon pour les récoltes, selon vous? Ça aussi, c'est très différent. Ça aussi, ça dépend. Est-ce que les cultivateurs ce qu'ils cherchent pour des laitues, c'est pas ce qu'on cherche pour le maïs, c'est pas ce qu'on cherche nécessairement pour les asperges, bon, etc. Alors, et ça, je pense que Régent peut être témoin de ça, on en parle chaque année, j'ai pas encore vu un été où tous les producteurs maraîchers ont dit, pour moi, c'était parfait. Ça va plaire à une majorité possiblement, mais c'est sûr qu'il y en aura toujours. Pour eux, c'est pas tout à fait ce qu'ils auraient préféré, ou ça leur a demandé tout simplement de prendre des précautions d'une certaine façon ou d'une autre pour assurer un rendement. Parce que je pense à eux, je me suis beaucoup intéressé au vin au courant des dernières décennies. Puis je me disais tout le temps, j'avais tout le temps en tête, imaginez-vous là, t'es en Champagne, t'as une récolte. T'as une récolte par année. Il n'y en aura pas 2, là. Il y en a une seule par année. Puis elle vaut tant de millions de dollars. Tu veux pas la manquer. Puis après ça, je me répétais tout ça. Puis je me disais, mais en fait, c'est pareil pour tous les agriculteurs. La personne qui fait du maïs, il n'aura pas 4 récoltes. Quoi qu'il y en a qui disent, il y a le maïs à vache, puis il y a le maïs pas à vache, etc. Mais il y a beaucoup de ces cultures-là qui ne vont qu'une grosse fois dans l'année. Puis c'est sûr que ces gens-là ont besoin quelque chose de relativement précis. Et ce qui marque aussi la saison, évidemment, c'est les coupes de foin. Donc, on mesure souvent la qualité d'un été par le nombre de coupes qu'on va se permettre. Quand les conditions sont belles, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 coupes de foin dans le sud du Québec. Alors, ce qui va arriver. Là, ça avait commencé quand même assez bien. Donc, on s'est débarrassé de la neige assez rapidement. Les sols se sont asséchés. On a pu procéder au champ quand même assez vite. Il y avait même un début de saison qui allait assez rapidement. Et là, ça a caillé, hein, du milieu du mois d'avril jusqu'au début du mois de mai, milieu du mois de mai. Et puis là, dernièrement, là, il s'agirait de voir le verdict. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon ex, qui a un jardin à Arundel, dans les Laurentides, là, perte totale. Alors, les plants d'aubergines, là, puis les plants de tomates, là, c'est retour à la case départ. Donc, il y a eu des gelées assez prononcées. Puis Anne-Sophie a fouillé le dossier. Quand même, ce qui était spécial, c'est que c'est pas seulement une nuit où ça a gelé. Non, on a eu 3 nuits d'affilée, pour d'autres plus. Et ça, c'est rare qu'on a vu ça. D'habitude, ça arrive une fois à la fin mai, mais 3-4 nuits, on n'avait pas vu ça, si je me rappelle bien, depuis 1950, dans les alentours. Oui, ça, c'est quand même assez intense là, pour les récoltes, là, pour ceux qui avaient déjà planté les semis, qui avaient déjà planté les plants de tomates ou d'aubergines, comme vous le dites, Régent. Oui, parce que là, c'est allé, là, quand même, je regarde de ça en fin de semaine, vendredi, puis la nuit de vendredi à samedi, du -3, -4. Et puis là, les températures sont là, à partir de 23 h le soir, puis ça reste là jusqu'à 6 h le matin. C'est beaucoup demandé à un pauvre petit plant là, qui est fraîchement planté.
Alors, pas étonnant qu'il y ait des dommages. Puis là, j'ai hâte de voir aussi d'autres secteurs, les bleuets en Corrèbe, là, du côté du lac Saint-Jean. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Est-ce qu'on avait terminé la floraison, qui est quand même une période critique? Au niveau des pommiers, je pense que la saison était suffisamment avancée pour qu'on soit passé outre le stade où ça peut être critique. Parce que de tels gelées, là, ça peut faire en sorte que vous perdez complètement la récolte. Puis dans certains cas, ça peut être une menace pour les arbres. Donc ça, c'est quand même un à côté. Puis ça nous donne quand même un bel exemple. Là, on a parlé des gelées, mais là, il y a un autre phénomène qui risque de se produire. Et là, il faudrait voir, parce qu'on a quand même du temps un petit peu froid en altitude. On prévoit des risques d'orage. Ça, à ce temps-ci de l'année, ça s'appelle de la grêle. Et de la grêle, quand on tombe dans le 1 à 2 cm de taille de grêlon, là, ça peut faire mal aussi. Il y a Nathan Piché qui, bon, lui, c'est un amateur de temps violent et il demande pour les amateurs de foudre et de temps actif, est-ce qu'on aura la chance cette année d'observer des tempêtes violentes? Je vais être obligé de faire un petit clin d'œil juste avant. Je vais m'attarder sur le mot chance. Est-ce qu'on aura la chance de voir du temps violent? C'est pas toujours une chance. Vous savez que je suis souvent dans le temps violent, je cours souvent derrière les orages et même les ouragans. Puis je peux vous dire que c'est quand on aime ça, comme moi et probablement comme M. Piché, oui, c'est le fun d'en avoir, mais en général, je tiens à souligner et à rappeler que c'est dangereux de sortir des orages et des éclairs. Regarde si c'est beau, petit selfie ici, petit selfie là. On oublie des fois que c'est du temps dangereux. Je vais vous donner un très bon exemple. Il y a quelques années, je vous dirais une dizaine d'années, je vais jouer au golf après mon quart de travail avec un météorologue de Météo Média. On se fait prendre en plein milieu de l'allée par un orage. Réaction normale. On se met sur le côté et on se rend compte au bout de 2 minutes qu'on est tous les deux sous un arbre. Puis là, on se dit, il me semble que ça, c'est la loi numéro 1. Mais c'était une réaction qui a été normale. Donc, le temps violent, puis on n'est pas resté évidemment à cause de ça, mais le temps violent, oui, ça peut être palpitant et extraordinaire, mais je vous rappelle que ça implique aussi que c'est violent et que c'est à la limite dangereux. Mais c'est pas un cas isolé, hein, Patrick. Moi, je me souviens historiquement, je pense que c'est dans les années 90, des météorologues au Saguenay qui avaient été frappés par la foudre, justement, là, sur un terrain de golf. Mais il y avait eu le gars aussi, le chasseur de tornades aux États-Unis, qui était le top, là, le plus connu, etc., dont la camionnette est partie. C'était un gars très expérimenté, connaît bien ça. Là. La camionnette s'est fait ramasser par la tornade, le gars est mort, et c'était pourtant un des tops. Alors, vous voyez que là-dessus, il n'y a pas de blague à faire, il n'y a pas de « ouh, c'est fantastique ». Si on est certain qu'on est en sécurité, profitez-en. Je vous donne l'exemple. Quand je vais dans les ouragans, je suis en sécurité. Quand je suis en sécurité, j'avoue que c'est fascinant. Je sais qu'il peut rien m'arriver. Là, je regarde tout ce qui se passe dehors. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir. Mais la loi numéro 1, ça reste dans le terrain en sécurité. Et je vous invite à le faire. Il n'y a pas une seule photo qui mérite de blesser quelqu'un. L'an dernier, l'été s'est arrêté quand même assez brusquement. Mais là, cette année, tantôt vous le disiez, Anne-Sophie, l'été sera un peu plus prolongé. Donc, on ira en prolongation, un peu comme l'ont fait les Canadiens de Montréal. Exactement. Donc, on prévoit déjà des eaux plus chaudes que la normale du côté de l'Atlantique. Donc, ça va influencer bien sûr nos températures, plus ce fameux anticyclone qui viendra nous rendre donc plus souvent visite et qui nous apportera la chaleur. Donc, on prévoit pour l'instant que la chaleur va perdurer au moins jusqu'au début de septembre. Avec un peu d'humidité là, dans le scénario qu'on voit à l'écran là, en ce moment. Là. Mais cette année, moins d'humidité que l'année dernière quand même. C'est ça, mais raison, Patrick a raison. Donc, une configuration comme celle-là, c'est un drainage d'air qui arrive du sud et du sud-ouest, sauf que dans nos cartons, cette année, on va peut-être aller moins puiser au niveau du golfe du Mexique, qui est une région source quand même assez intense. La chaleur va nous venir peut-être par ricochet. Le gros foyer de chaleur va se trouver aussi sur l'ouest du continent américain. Alors là, il y aura un débordement sur le Québec, mais c'est moins riche en humidité, là, de toute façon. Pour se situer, les conditions estivales cassent habituellement là, dans le sud du Québec, autour de Montréal, autour du 7 septembre. Québec, c'est le 30 août. Val-d'Or, Gaspé, dans la 4e semaine du mois d'août. Donc, on peut s'attendre à voir les conditions perdurer au moins jusqu'à ce moment-là et peut-être même déborder, comme disait Anne-Sophie, là, un peu plus profondément dans le mois de septembre. Si on pouvait résumer l'été 2021, on irait avec quoi? Déconfinement. Non. Vaccin. C'est ça. Un magnifique été. Oui, je suis d'accord.
un magnifique été, juste comme on les aime. Pas des canicules à n'en plus finir, pas du temps froid comme en 92 où on n'a même pas eu de 30 cette année-là parce que Pinatubo était entré en éruption en 91. Mais on a mis ici, puis Régent l'a souligné en tout début, un été presque parfait parce qu'en effet, et il avait raison de le souligner, parfait, c'est difficile. Pas pire. Il va être pas pire. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça risque d'être unique. Là, cette année, ça pourrait être le 4e été consécutif où on voit des températures anormalement hautes, donc à plus de 1 demi-degré au-dessus de la normale. Ça, ça s'est pas vu là, au cours des 80 dernières années, d'aussi loin que je puisse reculer. Et ça, c'est valide non seulement pour Montréal, mais pas mal à l'échelle du Québec. Donc ça, c'est quand même un enjeu. Cette année, là, on vivrait une grande première en termes d'une séquence d'été chaud et intéressant. Donc, on pourrait dire un été moins caniculaire, aussi beau et plus long. Ça résume quand même assez bien. Là, la question est de savoir le degré de perfection. Oui, on a dit presque parfait. On se garde la marge de manœuvre. Mais ça, c'est un peu à l'image là, de l'émission de télé, hein? Un souper presque parfait. Alors, il se passait quoi dans ces soupers-là? C'était-tu le côté presque qui prenait le dessus ou le côté parfait? C'était jamais parfait, c'est ça? Je pense que c'est comme la météo en été. Tu sais, ça se passe bien, puis à la fin de la journée arrive l'orage. Donc, c'était au dessert, à mon avis, que ça allait pas bien. Oui, c'est là que ça se gâchait. Si jamais vous voulez suivre, merci beaucoup, messieurs, et merci également, Anne-Sophie, d'avoir répondu à nos questions. Et d'ailleurs, tiens, il y a une autre question qui vient de rentrer, c'est Alexandre Simard-Riendo. C'est quoi exactement le pic de chaleur que l'on pourrait ressentir cet été? Une canicule, ça c'est sûr. On sait qu'il va en avoir. Ça, c'est certain. On pense qu'il va en avoir moins fréquemment qu'on en a eu l'an dernier, ou quand même en 2018, si je ne me trompe pas. Mais une fois qu'on a atteint, je pense que, Régent, on dit qu'une fois qu'on est rendu à 32, 33, là, c'est pas mal ça. Là. Ça arrive des fois que tu es 35, mais ça, c'est vraiment rare. L'année dernière, on avait eu 2 journées à 36 degrés tout de même à Montréal, mais c'était particulier. Donc, cette année... Oui. Traditionnellement, ça se situe 35 et 38, le point chaud au Québec, globalement. Et pour ce qui est de la valeur humidex la plus haute, là, quand on se rapproche autour de 45, c'est pas mal le sommet. Ça, c'est l'Outaouais d'habitude. Oui, ben, c'est une place. C'est un point, mais habituellement, ça peut faire quand même tache d'huile. Il n'y a pas seulement que les gens de la petite localité où est le thermomètre en question qui ont chaud. Là, habituellement, tout le monde y goûte un peu. Est-ce qu'on a, selon vous, tout couvert ce dont on avait besoin de savoir pour l'été 2021 ou il y avait quelque chose d'autre à rajouter, selon vous? À part peut-être quand est-ce que je remets mes pneus d'hiver. Demain. Prenez rendez-vous tout de suite. Ce sera plus sûr. Ouais, soyez prudents. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression quand M. Piché me demandait ou a demandé est-ce que les amateurs de foot et de temps actifs auront la chance cette année d'en observer. J'ai beaucoup parlé du danger, des risques inhérents à ceci et de l'importance de votre sécurité, mais je crois que j'ai pas répondu à votre question. C'est toujours une possibilité. Maintenant, vous pouvez pas nous demander de vous dire c'est au Lac-Saint-Jean cette année que ça va claquer le plus ou ça va être dans les Laurentides cette année que ça va claquer le plus. Ça, c'est plus difficile. Mais c'est certain qu'on aura des épisodes violents à un moment donné cette année au Québec. Et si vous êtes justement un chasseur de tempête, vous savez très bien comment vous y rendre et surtout comment rester en sécurité. Anne-Sophie, de votre côté, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'avait pas encore couvert pour l'aperçu? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, un été presque parfait qui nous attend. Donc, bon été à tout le monde. Soyez prudents lorsqu'on prévoit des risques d'orage. Gardez toujours un œil sur votre radar. N'annulez pas votre journée pour autant, mais restez prudents. Peut-être un mot en terminant. Justement, dans cette foulée, les gens là, qui nous regardent à l'heure actuelle, bon, évidemment, c'est un travail d'équipe. Donc, à chaque fois qu'on a des situations de météo actives, gênez-vous pas. Hein, vous nous dites chez vous qu'est-ce qui se passe exactement. La grêle, forte précipitation, des vents ou quelques phénomènes que vous observez. Et si vous nous envoyez des images, ça va nous faire un plaisir de transmettre l'information.
Bien, un gros merci. Merci à vous, Patrick. Merci à vous, Régent. Et merci à vous, Anne-Sophie. Si vous voulez suivre notre dossier complet concernant l'aperçu de l'été 2021, bien, vous aurez réponse à vos questions directement sur notre site Internet à météomédia.com. Vous aurez donc tous les détails pour savoir si, justement, vos vacances seront belles. Mais je pense qu'avec ce qu'on sait jusqu'à présent, oui, ce sera un été presque parfait et on vous souhaite d'en profiter pleinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente journée et bien entendu, un bel été. Bye tout le monde.